L'époque où les médias occidentaux dictaient aux Africains comment penser est révolue. Le temps où les puissances occidentales imposaient à nos dirigeants quoi faire et comment se comporter est derrière nous. Nous ne l'accepterons plus. Nous sommes désormais pleinement conscients de la vérité et maîtres de notre propre récit. Aujourd'hui, nous sommes de retour pour révéler une autre vérité cachée. Mesdames et messieurs, vous êtes-vous déjà demandé pourquoi l'Afrique subsaharienne, une région incroyablement riche en ressources naturelles, reste économiquement vulnérable? Pourquoi, malgré des décennies d'aide, de prêts et de programmes de développement, le véritable progrès semble toujours hors de portée? Les réponses ne sont pas celles qu'on nous a fait croire. Aujourd'hui, je vous présente un homme qui révèle la vérité, le professeur Dr Howard Nicholas. Le docteur Nicholas est un économiste de renom, professeur à l'Institut international d'études sociales de La Haye et expert en systèmes économiques mondiaux. Son travail dépasse les discours classiques et met en lumière les véritables forces qui façonnent notre monde. Il explique comment les institutions internationales et les politiques économiques mondiales ne sont pas conçues pour aider l'Afrique à se développer, mais plutôt pour la maintenir comme simple fournisseur de matières premières bon marché pour les nations les plus riches. Dans sa conférence percutante, Le sous-développement en Afrique, quelle est la véritable histoire? Il dévoile les stratégies économiques qui ont piégé l'Afrique dans un cycle de dépendance. Il nous invite à remettre en question tout ce qu'on nous a appris sur le développement et à prendre conscience des véritables mécanismes qui régissent nos économies. Ce que je vais essayer de faire, c'est simplement de vous donner quelques graphiques et quelques tableaux, juste pour peindre un peu l'image que vous connaissez déjà. OK. Donc ce que cette présentation est fondamentalement conçue, c'est pour dire ceci. L'Afrique historiquement, l'Afrique subsaharienne a été fondamentale à la prospérité mondiale des pays avancés. OK. Et l'Afrique avait un rôle à jouer. Elle a un rôle en tant que productrice de matières premières. Nous ne permettrons pas à l'Afrique subsaharienne d'échapper à cela. OK. Nous faisons tout pour garder l'Afrique subsaharienne là où elle est, aussi appauvrie. Il est absolument vital pour la prospérité de tous les autres. Donc soyons clairs sur ça, OK? Et cela signifie que toutes les structures économiques, toutes les institutions mondiales et l'économie que nous enseignons à tout le monde, sont toutes conçues pour garder l'Afrique exactement où elle est. Et que ce soit l'Europe, les États-Unis ou maintenant la Chine, c'est toujours la même chose. Nous avons besoin que l'Afrique reste appauvrie, parce que nous avons besoin de ces matières premières et nous en avons besoin à bas prix, OK? Donc c'est le message. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a rien que les Africains puissent faire. Bien sûr qu'il y en a, OK? Mais c'est l'opposition à laquelle ils font face, c'est de ça qu'il s'agit. Parce que si l'Afrique fait quelque chose de différent, je vous assure que les niveaux de vie de tous ceux qui vivent en Europe, en Amérique du Nord et en Asie vont chuter, OK? Et c'est un gros prix à payer. Je vous assure que l'Occident ne va pas permettre cela sans une grande lutte. OK? Donc c'est fondamentalement de cela qu'il s'agit. Ce que je veux vous montrer, c'est comment ces structures fonctionnent. C'est juste 20 minutes. Donc nous ne pouvons pas faire grand-chose mais juste pour vous donner une petite idée. Et pourquoi je garde la partie idéologique là, c'est parce que nous faisons partie des producteurs d'idéologie. En tant qu'université et institutions académiques, nous sommes complices de toute cette entreprise, OK? Donc le travail de nombreux universitaires occidentaux est de convaincre les Africains qu'ils doivent continuer à faire ce qu'ils font, OK? Et de leur montrer que c'est de votre faute si vous êtes pauvre. Ce n'est pas de notre faute, c'est de votre faute que vous êtes pauvre. Donc c'est ce que nous faisons dans les institutions académiques et je veux montrer cela aussi. Pour commencer, c'est de cela qu'il s'agit essentiellement, OK? Vous savez de quoi il s'agit, mais je veux juste vous montrer l'étendue à laquelle l'Afrique se spécialise dans la production de matières premières et de biens agricoles de base. Nous connaissons les forces fondamentales qui ont causé ce sous-développement. Nous savons que c'est la colonisation.
Je ne vais pas en discuter beaucoup car mon collègue orateur va aborder certains aspects de cela, mais je veux discuter des structures économiques mondiales, les institutions financières mondiales et l'idéologie économique brièvement, pour vous donner un aperçu de tout cela. Permettez-moi de commencer par ceci. Vous ne pouvez pas vraiment le voir si facilement, mais si certains d'entre vous sont intéressés, vous voulez le PowerPoint, je suis sûr que nous pouvons le rendre disponible pour vous. Mais la chose que vous devez vraiment voir est la ligne supérieure, OK? Et l'étendue de la dépendance est capturée par cette statistique en haut. OK? Et vous la comparez avec tous les autres groupes de revenus et ce que vous voyez est essentiellement dans cette seule statistique. À quel point l'Afrique subsaharienne est dépendante de la production de matières premières? OK? C'est le cœur même de ce qui fait battre l'Afrique subsaharienne. OK? Ici, juste pour jeter un œil sur une statistique supplémentaire très importante. Avec toutes ces exportations provenant de l'Afrique subsaharienne, combien l'Afrique subsaharienne représente-t-elle en termes de valeur du commerce mondial? Nous savons que d'énormes ressources proviennent de là-bas. Mais regardez le résultat final en termes de valeur du commerce mondial. Regardez-là, 0,5% en 1975, 0,95% en baisse à 0,1. À 0,1, ce qui signifie qu'avec toutes ces vastes ressources produites, combien gagnent-ils? Rien, rien. C'est une donnée très significative. Puis, je veux juste vous montrer ce qui est arrivé à l'Afrique subsaharienne, parce que ce que nous savons, et d'après toutes les études, aucun pays ne se développe sans fabrication. OK. Produire des matières premières ne vous mènera nulle part. Produire des biens agricoles de base ne vous mènera nulle part. Et, examinons combien d'activités manufacturières ont lieu en Afrique subsaharienne. Nous pouvons regarder au cours des 15 dernières années, 15 à 20 ans et nous voyons que la fabrication a en fait diminué en pourcentage du total. Ce sont des pourcentages de la production totale dans l'Afrique subsaharienne. Combien de cela est représenté par la fabrication? Donc ce chiffre ici, elle représente 17% du total. La plupart du reste, quand on parle d'industrie, inclut la fabrication. Mais la majeure partie est l'exploitation minière, l'extraction de matières premières. C'est la majeure partie. Et ici, nous voyons en fait que l'extraction de matières premières est restée la même. Ce qui a causé l'industrie de diminuer est la baisse de la production manufacturière. C'est délibéré car nous ne pourrons jamais en tant qu'économistes occidentaux, en tant que décideurs occidentaux, nous ne pouvons pas nous permettre de laisser l'Afrique s'industrialiser et commencer à produire des manufactures. OK? Donc nous ferons tout pour arrêter cela. Et je vais vous montrer comment nous bloquons réellement cela. C'est évident d'une certaine manière mais c'est moins évident d'autres manières. Maintenant, nous avons en fait vu des périodes de croissance rapide en Afrique subsaharienne, induisant les gens en erreur en disant « Oh, vous savez, nous faisons maintenant beaucoup mieux. » Et cela s'est produit récemment. Récemment, j'ai eu des étudiants venir et me dire que nous faisons beaucoup mieux maintenant. Et, vous pouvez voir le taux de croissance augmenter assez fortement ces derniers temps, maintenant commence à redescendre. Mais si vous regardez historiquement, la même chose s'est produite plus tôt. Pourquoi? Parce que, dans ces deux périodes, nous avons eu des processus rapides d'industrialisation en Asie de l'Est. Donc, dans la période antérieure nous avions le Japon, la Corée, et Taïwan. OK. Une croissance rapide, absorbant les matières premières d'Afrique,
faisant monter les prix, et ensuite les pays d'Afrique subsaharienne ont grandi, exportant des matières premières. Ils ont grandi. Mais après que ces pays ont terminé leur industrialisation, le taux de croissance de l'Afrique subsaharienne est à nouveau tombé. OK. Et puis arrive la Chine. La prochaine vague. OK. Là encore, le taux de croissance de l'Afrique subsaharienne augmente. Mais maintenant la Chine descend comme beaucoup d'entre vous le savent maintenant par la presse. La Chine descend. Mais l'Afrique subsaharienne descend encore plus vite et nous allons retourner à l'endroit où nous étions auparavant avec des prix très bas des matières premières, des taux de croissance très bas et encore une fois, les types de pauvreté que nous avons vus autrefois, car, en fin de compte, l'Afrique subsaharienne est condamnée à ce rôle, juste le fournisseur de matières premières, pas un fabricant. Des données très récentes montrant les marchés émergents qui produisent des matières premières contre les marchés émergents qui produisent des produits manufacturés. Et vous pouvez voir maintenant, avec la faiblesse de l'économie mondiale, ce sont les marchés émergents qui représentent la ligne rouge. Ce sont ces pays qui souffrent le plus, les marchés émergents produisant des matières premières. Ils souffrent le plus. Et ici, cela se traduit par leurs monnaies qui sont massacrées. OK. Les monnaies de ces pays s'effondrent et beaucoup d'entre eux sont des pays d'Afrique subsaharienne. Certains d'entre eux sont des pays d'Amérique latine. OK. Qui ont également surfé sur cette même vague. Ils pensaient que la production de matières premières allait les sauver. Mais maintenant, ils font face à de terribles problèmes, et je suis désolé de dire que cela va juste empirer dans les 2 prochaines années, cela ne va pas s'améliorer. Et c'est ce que cela fait, en termes de produit intérieur brut. C'est la ligne bleue que vous devriez regarder. C'est la ligne bleue comparée à la ligne rouge. Et ce que nous savons, c'est que la ligne bleue va vraiment descendre fortement dans les 2 prochaines années. OK. Donc, par rapport au reste du monde, l'Afrique subsaharienne va souffrir. Ici encore une fois pourquoi? Parce qu'elle est condamnée à cette production de matières premières, c'est essentiellement pourquoi. Comment est-elle condamnée à cela? Eh bien, la première et la plus importante, est les structures économiques. À la fin de la colonisation, nous avions besoin de nouvelles structures pour maintenir ces pays-là où ils étaient. OK. Et la première de celles-ci est l'aide. OK. Nous leur donnons de l'aide. De l'aide pourquoi? En fait, nous leur donnons de l'aide pour maintenir des régimes répressifs au pouvoir, c'est tout. OK. Nous ne leur donnons pas d'aide, pour plus que cela, sauf un peu d'infrastructure pour s'assurer que ces matières premières arrivent au port, après qu'elles soient extraites du sol. Mais pour la plupart, nous donnons au régime répressif de l'argent et du pouvoir et des armes pour maintenir ce système en marche. C'est fondamentalement de cela qu'il s'agit. Toute l'hypocrisie sur la transparence et la démocratie et des conneries comme ça, ce sont toutes des conneries. Et au moins les Chinois n'entrent pas dans ces conneries. Ils disent que nous ne nous soucions pas du tout de l'environnement politique. Nous donnons juste de l'argent, OK, et c'est pour l'extraction de matières premières. Point final. Numéro 2. Et c'était un point très important auparavant. Et l'est toujours, la dette. Je le disais à certains de mes étudiants aujourd'hui. Était-ce aujourd'hui ou hier, à propos des confessions d'un tueur économique? Vous vous en souvenez? Avez-vous entendu parler de ça? Confession d'un tueur économique. C'est un livre écrit par John Perkins, qui travaillait pour une banque très nébuleuse et opaque. Personne n'avait jamais entendu parler de cette banque. Mais elle a été créée dans les années 1950 par le FMI, la CIA et le département d'État américain. Et elle n'avait qu'un seul travail, prêter de l'argent aux pays en développement, qui étaient des producteurs de matières premières afin de les endetter. Une fois que vous avez une dette envers moi, je vous contrôle,
D'accord. Et cette banque avait 4000 employés. Mais personne n'a jamais entendu parler de cette banque. Vous voyez. Mais, elle allait de pays en pays offrant des prêts. Et si le président n'acceptait pas le prêt, ils étaient tués. Et il donne 2 exemples de présidents qui ont été tués lorsqu'ils n'ont pas accepté le prêt. Vous voyez, le prêt est aussi très important pour piéger le pays. C'est très important. C'est une partie de ce processus. J'enseigne au Suriname et le Suriname, ces derniers temps avaient une énorme réserve de change, si grande qu'ils n'avaient pas besoin d'emprunter de l'argent. Et puis, l'un de mes étudiants, qui était très haut placé dans le gouvernement, a dit, « Tu sais, le FMI essaie de nous convaincre d'emprunter de l'argent des étrangers. » Pourquoi? Je me suis dit, ben oui. Vous savez, désolé pour cela, mais vous savez que c'est le jeu. Et à la fin, le Suriname a bien emprunté cet argent, parce que le FMI a dit que, si des étrangers vous prêtent, alors tout le monde pensera que le Suriname est une économie si forte que les étrangers sont intéressés à vous prêter. Vous comprenez, avant que Lula ne prenne le pouvoir, vous savez que le président précédent au Brésil, Cardoso son prédécesseur, a pris un gigantesque prêt international. Aucune nécessité de prendre le prêt. Pourquoi? Parce qu'une fois que je vous attrape avec les cordes de la dette, je vous tiens pour toujours. Vous êtes mon prisonnier, ok? Donc la dette a été cette énorme toile d'araignée qui a piégé l'Afrique subsaharienne et les maintient là. La dette. Nous avons une troisième structure qui n'est encore une fois pas connue de beaucoup de gens. Mais c'est quelque chose qui a été mis en place et continue jusqu'à ce jour, sans que personne n'en discute. Personne ne dit quoi que ce soit à ce sujet. Ce sont des structures d'achat monopolistiques. C'est pour toutes les matières premières et les produits agricoles de base produits par les pays en développement. Il n'y a que 4 ou 5 entreprises occidentales multinationales qui achètent tous ces biens et elles s'entendent entre elles. Donc, si vous prenez n'importe quel produit majeur, ces multinationales occidentales, elles s'entendent entre elles. Même si nous descendons à la production de bananes. Nous avons eu un docteur ici à l'ISS et la personne a montré que les 4 ou 5 grandes multinationales, elles s'entendent afin de s'assurer que leur contrôle est total. Ce qu'elles font, c'est qu'elles forcent tous les producteurs à produire la même banane uniforme. Vous savez la merde que vous achetez en Occident et qui n'a aucun goût. Vous allez dans n'importe quel pays en développement, vous savez à quoi ressemble une banane, n'est-ce pas? Il y en a tellement, beaucoup de variétés. Mais nous ne commercialisons qu'un ou 2 types pour que nous ayons le contrôle. Vous voyez, si vous ne produisez pas au prix auquel je veux que vous produisiez, je vais dans le pays suivant. Vous voyez, nous obtenons le contrôle. Donc, ces acheteurs, ils imposent ce contrôle et ils continuent à pousser les prix de plus en plus bas. C'est le jeu. Personne ne dit rien à ce sujet. Il n'y a pas de commission d'enquête pour dire que ce que vous faites est illégal. L'OMC n'a rien à dire à ce sujet. Mais désolé de le dire, si les prix des bananes augmentaient 10 fois, surtout pour des gens comme moi qui aiment les bananes, je proteste. J'aime mon niveau de vie. C'est la même chose pour toutes les autres matières premières. Vous voyez, nous en bénéficions tous, nous sommes complices. Nous sommes en fait complices de cela, parce que nous protesterons et crierons si la situation change un jour. Ok, maintenant nous en venons à ces institutions internationales, et je dois vous dire cela dès le départ, ne les considérez pas comme malveillantes. Le FMI, la Banque mondiale, l'OMC, nous pensons toujours à des créatures maléfiques, horribles. Ce n'est pas le cas. C'est juste de l'économie. C'est une guerre économique. Les riches déclarent la guerre aux pauvres. Cela se produit partout. Cela se produit dans le pays. Les riches contrôlent le gouvernement. Bien sûr qu'ils le font. Croyez-vous vraiment que vous avez une démocratie? Allez, je veux dire, ne faites pas l'enfant. Ce n'est pas une question de personnes vivant dans des systèmes démocratiques. Ce que nous avons, c'est le contrôle des riches. Les riches ont créé ces institutions explicitement pour contrôler les pays pauvres.
Et il ne leur laisse pas beaucoup de marge de manœuvre. Ce qui d'ailleurs, lorsque le FMI commence à parler d'allègement de la pauvreté, vous devez également comprendre qu'il y a un autre jeu qu'il commence aussi à jouer, sur quoi je vais revenir plus tard. Mais que font ces institutions? Que fait le FMI? De quoi parle l'ajustement structurel? Il s'agit de s'assurer que les pays continuent de produire ce que nous voulons qu'ils produisent. Nous nous assurons qu'ils ont des problèmes récurrents de balance des paiements. Vous remarquez que ces pays ne sortent jamais des problèmes de balance des paiements. Vous l'avez remarqué, alors que les pays qui n'ont jamais le support du FMI sont toujours hors des problèmes de balance des paiements. Mais les pays qui reçoivent continuellement des conseils et du soutien du FMI, ils sont toujours en problème de balance des paiements. Pourquoi? Parce que c'est ainsi que nous maintenons notre emprise sur eux. Et c'est ce que nous avons fait, le FMI et la Banque mondiale. Et ils ont aussi fait quelque chose de très important. Et c'est qu'ils ont détruit l'autosuffisance de ces pays. La colonisation a commencé cela. L'une des choses les plus importantes est que nous détruisons l'autosuffisance alimentaire. La Banque mondiale a continué cela. Ils ont forcé la plupart des pays à éliminer toutes les subventions alimentaires et soutiens alimentaires. Parce que, une fois que vous ne produisez plus votre propre nourriture, j'augmente mon contrôle sur vous. Comment le savons-nous? Eh bien, une chose très drôle est arrivée il y a quelques années. Pas si drôle en fait. Cela a impliqué la famine d'un grand nombre de personnes au Malawi. Beaucoup d'entre vous pourraient vous en souvenir parce que c'était vraiment tragique. Mais le ministre des Finances malavien, qui était sous une terrible menace à l'époque, a soudainement rompu les rangs. Et il a dit, eh bien, savez-vous pourquoi nous avons cette famine? C'est parce que, une des conditions du prêt accordé par la Banque mondiale était que nous détruisions tous nos stocks excédentaires de grains. Pourquoi? Parce que, rappelez-vous, nous voulons que vous soyez dépendants. Dans les années 1970, le Sénat américain, le Congrès américain a dit que nous ne permettrons pas à l'Amérique latine de produire leur propre nourriture. Nous allons commencer une stratégie impliquant le FMI et la Banque mondiale pour détruire l'autosuffisance alimentaire de l'Amérique latine. Alors ils seront en effet notre véritable arrière-cour. Et c'est exactement ce qu'ils ont fait. Regardez tous les pays latino-américains. Regardez-les. Ils étaient autrefois autosuffisants en nourriture, mais ils ne sont plus autosuffisants. Maintenant, voici le coup de pied. C'est la belle partie. Je les félicite. Vous savez que je les admire, parce qu'ils le font si bien. Je sais que cela semble vraiment pervers. Mais nous avons maintenant à l'OMC quelque chose appelé l'accord sur l'agriculture. Vous savez ce que cet accord sur l'agriculture stipule? Il dit que, si vous n'avez pas de subventions, vous n'êtes pas autorisé à appliquer des subventions sur les aliments. Mais si vous avez des subventions et un soutien sur le revenu pour la production alimentaire, vous pouvez les conserver. Qui a toutes les subventions et l'aide au revenu? Les États-Unis et l'Europe. Les plus grands budgets au monde pour soutenir leurs agriculteurs sont l'Europe et les États-Unis. Mais la Banque mondiale et le FMI ont détruit toutes ces subventions. Vous voyez, toutes ces subventions ont été détruites, et maintenant, nous disons à ces pays que, si vous n'avez pas de subventions, tant pis pour vous. Vous voyez, nous les gardons dépendants, nous les menons par le bout du nez. J'ai 5 minutes, donc je dois être sélectif sur ce que je dis ensuite. Nous avons beaucoup d'exemples à l'OMC pour vraiment empêcher l'industrialisation de l'Afrique. C'est la chose cruciale. Nous ne pouvons pas leur permettre de produire des manufactures. Ce n'est pas difficile. Croyez-moi, ce n'est pas difficile. Nous avons besoin de gouvernements nationalistes. Nous avons besoin qu'ils s'engagent dans l'industrialisation, et cela ne prendra pas une décennie pour sortir de là où ils sont. C'est le point fondamental. Ce n'est pas difficile. Mais ce prochain tour de l'OMC est conçu pour bloquer cela. Si nous avions le temps, je passerai en revue toutes les différentes choses qu'ils essaient de mettre en place pour bloquer quiconque d'accéder au sommet de l'échelle. Vous lisez ce livre de Ha-Joon Chang qui pousse l'échelle.
Vous voyez, quand nous devenons riches, nous nous assurons que les autres ne peuvent pas grimper l'échelle et nous rejoindre. C'est de cela dont il s'agit dans le cycle de Doha. C'est pour s'assurer, surtout que, les pays d'Afrique subsaharienne ne s'échappent pas. Puisque j'ai environ 3 minutes restantes, je vais aborder cette question d'idéologie économique parce que c'est important pour les universitaires. Vous voyez, nous enseignons dans de nombreux cas des absurdités. Et cela ne fait de mal à personne, beaucoup de ces absurdités. Blablabla. Et nous ne savons pas ce qu'on a appris. De toute façon, nous étions là à l'université, et vous avez obtenu un certificat et vous partez. Et vous avez l'impression d'avoir appris quelque chose. Mais parfois, nous enseignons des choses très destructrices et pas plus importantes que lorsque nous enseignons à des personnes des pays en développement. L'une de ces choses très nuisibles et destructrices est la doctrine de l'avantage comparatif. C'est un mensonge du début à la fin. C'est une merde. Elle s'est avérée destructrice de nombreuses fois, mais nous le gardons dans chaque programme. Pourquoi? Parce que cela dit aux pays d'Afrique subsaharienne que leur destin est de produire des matières premières. Vous voyez. Et si vous produisez des matières premières, vous devenez riche tout comme nous le sommes en Occident. Vous voyez, c'est le jeu auquel nous jouons. Et juste pour que vous soyez totalement confus, nous construisons normalement des modèles avec cela. Des modèles mathématiques. Donc vous n'avez vraiment aucune idée de ce dont nous parlons. Mais tout cela semble très scientifique. Ensuite, nous avons la version moderne de cela. Parce que tout est un échec, nous savons que c'est un échec. Nous avons maintenant une nouvelle génération d'économistes disant « Ah, c'est seulement un échec parce que vous êtes tous corrompus dans vos pays. » Nous appelons cela la nouvelle économie institutionnelle. Vous l'avez probablement tous appris. Mais vous ne saviez pas pourquoi ils l'ont inventé. Cela a été inventé pour vous dire la même chose. Vous devriez continuer à produire des matières premières. Maintenant ne soyez pas aussi corrompus que vous l'étiez auparavant. Personne ne vous a jamais dit que l'aide avait été conçue pour en fait commencer le processus de corruption en premier lieu, ok? Et nous avons besoin de la corruption pour nous assurer que vous faites toute cette chose. Mais maintenant nous blâmons la victime. Vous êtes pauvre parce que c'est essentiellement de votre faute. Vous êtes pauvre, stupide et corrompu essentiellement. C'est le message que nous transmettons aux gens. Nous avons également de nombreuses justifications théoriques. Mais je vais dire quelque chose de controversé pour finir. Et elle est heureuse que je termine, parce qu'elle doit me discipliner. Et c'est qu'il y a aussi ce que j'appelle des approches plus éclairées mais qui sont également potentiellement destructrices pour le développement de l'Afrique subsaharienne. Et c'est là que je reviens au FMI et à la Banque mondiale. Vous voyez, maintenant, ils sont tous axés sur l'allègement de la pauvreté. Ils veulent que vous vous concentriez sur la redistribution des revenus. Et c'est quelque chose de bien. Vous êtes des jeunes, vous êtes socialement conscients. Vous savez, vous êtes contre toute cette injustice. Donc vous vous tournez vers ce que nous appelons des stratégies pro-pauvres. Mais en fait, je suis désolé de vous dire que ce n'est pas ce dont l'Afrique a besoin. L'Afrique a besoin d'une industrialisation agressive. Quand la Chine était un pays communiste, et que nous avions une distribution égale, qui avait peur de la Chine, qui les prenait au sérieux, ils n'étaient même pas de la taille des Pays-Bas. Mais aujourd'hui, je ne peux pas ouvrir un site internet. Je ne peux pas ouvrir un magazine. Je ne peux pas ouvrir un journal sans la Chine, la Chine, la Chine, la Chine. Et nous savons ce qui a construit la Chine. Ce n'est pas le socialisme ou le communisme. C'est le capitalisme, les gars. C'est la fabrication. C'est la production. C'est ce qui crée des emplois. C'est ce qui crée un emploi. Donc, je ne suis pas pro-capitaliste mais c'est la réalité. Et malheureusement nous sommes maintenant en train de nous faire prendre dans le jeu du bon flic, mauvais flic. Le bon flic est maintenant le FMI disant « Oh, vous devez vous concentrer sur la réduction de la pauvreté et la redistribution des revenus, tant que nous pouvons vous éloigner de l'industrialisation. » C'est la chose cruciale. Je m'en tiens à cela, et je suis désolé d'avoir pris autant de temps. Après avoir regardé cette vidéo,
Si vous voyez encore des dirigeants africains signer de nouveaux accords d'endettement, d'aide ou de coopération avec ces institutions de servitude, telles que l'Union européenne, l'Agence française de développement, la Banque mondiale, le FMI et toutes ces entités occidentales qui, malgré leur propre crise, continuent d'imposer leur présence en Afrique sous couvert d'assistance, sans que personne ne questionne les véritables conséquences de ces engagements sur le long terme, alors vous comprendrez l'urgence de ce message. Sont-ils inconscients de ces pièges économiques, ou choisissent-ils simplement de les ignorer? Dans tous les cas, le peuple doit être informé, et la prise de conscience doit s'étendre. C'est pourquoi cette vidéo doit circuler dans toute l'Afrique. Avant de partir, abonnez-vous, likez et partagez-la massivement, car la connaissance, c'est le pouvoir, et il est temps de reprendre le contrôle de notre avenir. La vérité a été cachée trop longtemps. Maintenant que vous l'avez, qu'allez-vous en faire ?